Bonsoir tout le monde, merci de votre présence. Je m'appelle Thomas Park, je suis développeur chez Google sur Google Cloud Platform. Si vous vous intéressez à application et visualisation ou quand même compréhension et cartographie, j'ai changé le titre un peu, désolé s'il y avait aucune confusion, c'est le même talk. Ok, notre agenda semble un peu petit, mais on a beaucoup de choses à faire. Bon, je vais commencer rapidement. C'est moi, Thomas Park, je suis développeur. J'habite sur le côte ouest des États-Unis, à Seattle, et je suis bien américain. Bon, on s'excuse pour les fautes de prononciation et grammaire. Je travaille chez Google depuis 4 années, et Amazon avant cela, sur un produit qui s'appelle... C'est bon? C'est un produit qui s'appelle BigQuery. Quelqu'un l'a déjà utilisé? Ah, super. Pour vous autres, ne vous inquiétez pas. Je vais montrer l'outil un peu plus tard. Et c'est mon deuxième Devoxx. J'étais aussi présentateur à Devoxx Anvers 2014. Je suis ravi d'être invité encore ici à Paris, capitale de la France. Ok, mon thème pour aujourd'hui, c'est que le data, c'est l'argent. Et le data gratuit et ouvert sont partout. Quoi suivre alors? Let's make some money. Mais quoi pas seulement à moi, je vous présente Graham Vickery. C'est un directeur à l'OCDE ici à Paris. Et il écrivait que le open data portait une valeur de 27 milliards d'euros en 2006, il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça doit être beaucoup plus haut. Mais si ces données sont gratuitement diffusées, sont gratuitement effectuées, comment est-ce qu'elles peuvent porter une telle valeur? Je vous donne quelques exemples. Voilà Ben Wellington, c'est un statisticien, un blogueur chez New York. Il utilisait une base de données diffusée par New York à propos des PV. Bon, il avait toutes sortes de renseignements à propos des PV, l'occasion, la somme, le plaque d'immatriculation. Et il a trouvé que les PV en suspens par les porteurs des plaques d'immatriculation diplomatiques valuaient 16 millions de dollars. Ça, c'est pas mal d'argent. Mais quand même, rendez bien compte que c'est un exemple un peu ésotérique, quoi. C'est loin de 27 milliards d'euros, mais c'est très, très précis. Un autre exemple, voilà David Eves, c'est un écrivain canadien. Il utilisait un dataset qui était exprimé par le gouvernement du Canada à propos de charité. Bon, une fois, il faisait une agrégation de l'argent, de revenus gagnés par les charités. Il était un peu surpris à trouver qu'il n'a jamais entendu de 3 sur 4 des top gagnants. Et ça, c'est un peu bizarre. Si vous êtes une charité qui a gagné la plupart des revenus dans un pays, il faut que votre nom sera connu, ouais, parce que tu construis des hôpitaux, tout ça. Mais en fait, c'était une escroquerie taxe, c'est une évasion fiscale. Ça déroule comme ça. Imagine que tu fais toi-même une société et tu l'inscris avec le gouvernement comme une charité. Tu ne paies pas de taxes sur tes revenus, ouais, parce que tu fais du bien dans la société. Mais imagine que tu te mets en collusion, tu fais une collaboration avec des autres entreprises. L'autre entreprise peut te donner de l'argent et ensuite, ça diminue leur impôt de taxes. On peut avoir un rebate de taxes pour avoir fait cette donation, un don pour la bienfaisance. Mais si tu ne fais pas de la charité, en réalité, tu peux redonner l'argent et maintenant cet argent est hors taxe. Tu ne paies pas de taxes sur tes revenus et l'autre entreprise a diminué leur impôt de taxes. Bon, tu peux garder un pourcentage pour ta peine et l'autre entreprise a gagné son argent
hors taxe. Alors, ça, c'est qu'est-ce qui se passait qu'il a découvert dans cette dataset. Et là, on avait une valeur de 3,2 milliards de dollars canadiens. Ça, c'est 3 milliards de dollars américains à peu près. Bon, c'est absolument énorme. Et c'est quand même aussi un exemple un peu ésotérique. Et voilà. Bon, ça nous amène à une question. Si ces données sont diffusées gratuitement, sont produites gratuitement, pourquoi est-ce que nous avons maintenant une explosion de ce type de données? Et c'est quoi exactement les données ouvertes? J'ai quelques idées. Les gouvernements sont souvent les bénéficiaires de ce type de données. Les gouvernements ont aussi dépensé assez d'argent pour diffuser, pour livrer, surtout la livraison des données en papier dans le passé. Bon, plus ça peut devenir self-service, plus les gouvernements peuvent économiser. Mais en plus, je crois qu'il y a un changement de mindset. Les gouvernements ont rendu compte que si on met les données brutes, ouvertes, libres de droit, gratuites, ça peut accélérer l'innovation dans même l'industrie et aussi dans la société. OK, mais une autre chose, c'est le stockage. Dans le passé, le big data était vraiment big. Il était gros, lourd, difficile à bouger. Ça, c'est un disque de 250 mégaoctets à 1979. Et ça coûtait à peu près 45 000 dollars. Ça, c'est pas mal d'argent aujourd'hui, mais rendez bien compte que c'était le prix d'une nouvelle maison à l'époque. Voilà, ça, c'est énorme. Mais quand même, 250 mégaoctets à l'époque était aussi énorme. Si tu as besoin d'une plus petite taille, on peut avoir un disque de 10 mégaoctets pour 3500 dollars. Pas mal, mais c'est aussi une nouvelle voiture. Mais aujourd'hui, le stockage, ce n'est plus le problème. Chez Google Cloud Platform, par exemple, on peut sauvegarder 1 gigaoctet pendant un mois pour qu'une centime par mois. Bon, le stockage, c'est presque gratuit ces jours-ci. Notre problème, c'est comment faire des bonnes applications, comment extracter les informations qui sont intéressantes de ces données. Bon, je vous montre quelques exemples de l'innovation à propos de Open Data. Elle est souvent utilisée pour transparence et santé. Voilà, AirParif, c'est un site que j'espère que quelques de vous connaissez. Mais la site utilise des petits capteurs qui sont autour de la région de l'Île-de-France pour mesurer la pollution de l'air. Ça coûte de l'argent pour placer et collecter et diffuser ces capteurs et son data. Mais c'est bien pour la santé de la communauté. Si tu as des problèmes respiratoires, par exemple, tu peux le regarder pour voir quand la qualité de l'air est très mauvaise, par exemple. C'est aussi bien utilisé, le Open Data, pour participation et communauté. Aux États-Unis, par exemple, on n'a pas le droit de se promener les chiens sans laisse. C'est correct, un laisse? Mais bien, il y a quelques parcs et quelques coins où on peut le faire. Bon, il y a quelques sites où on prend ces renseignements de Open Data pour faire des suggestions de promenades où on peut se promener les chiens comme ça. Et ce sont des sites interactifs. Bon, on peut aussi noter les promenades. C'est très bien. Aussi, les améliorations civiques, c'est souvent le sujet de ces données. J'explique la carte sur la droite un peu. C'est une carte qui a été faite par notre ami Ben Wellington, aussi en utilisant cette base de données à propos des PV. Il est vraiment amateur de PV. Mais ça, c'est un exemple de l'innovation.
il a pris cette base de données et il a sorti toutes sortes de blog posts. Mais j'explique ce que vous voyez. Aux États-Unis, il y a une défense de stationnaire presque totale devant les bornes d'incendie. Okay? C'est un très bon truc à savoir si vous venez comme touriste aux États-Unis. C'est un des plus chers PV qu'on peut recevoir. Ce carte-là montre les PV à New York avec la somme d'argent qu'ils ont gagné pendant l'année. Une chose un peu bizarre, c'est que les deux top gagnants sont 20 mètres loin l'un à l'autre. Et entre les deux, ils ont gagné presque $60 000. Ça, c'est pas mal. Alors, l'enquête commence. Qui sont ces bons professionnels et pourquoi sont-elles si méchantes aux citoyens de New York? Aucune idée? Mais voilà, le top gagnant, c'est là. J'ai dit plutôt qu'il y a une défense de stationnaire presque totale. L'exception, c'est si la route est divisée. Ici, on a bien une piste cyclable, ok, c'est bon, mais la division doit être une division physique, une division en béton, par exemple. Ici, il n'y a que des lignes sur la route. Et aussi, le place de stationnement où la voiture en argent se stationne n'est pas du tout marqué. Bon, en plus d'être confus, c'est absolument nul. On ne peut pas savoir qu'on n'a pas le droit de se stationner là-bas. Bon, notez la date ici, c'est le avril 2009. Cet article était publié le mars 2014. Qu'est-ce qui se passait alors? Il écrivait à la ville de New York pour dire alors, c'est le connerie, quoi. Et bon, maintenant, on revient à octobre 2014. Et la place est bien marquée défense de stationnaire. Bon, ça sauve les citoyens de New York beaucoup d'argent, tout va bien. Mais jusqu'ici, tous les exemples sont pour le bien du public. J'ai dit, let's make some money. Bon, quels sont quelques exemples des produits commerciaux qui utilisent les données ouvertes? Je vous montre Google Translate. Tout le monde le connaît, bien sûr. Mais cet outil peut faire des traductions de 55, je ne sais pas, langues l'un entre l'autre. Mais ces traductions sont faites mécaniquement. Ça veut dire qu'on n'a pas des experts en chinois et aussi arabe. Ce sont faits mécaniquement. Mais un des entrées de Google Translate sont des documents qui sont diffusés par l'Union européenne. L'Europe sort beaucoup de documents qui sont traduits entre anglais, deutsch, italien, espagnol, etc. Bon, c'est un peu comme un pierre-rosette. Un pierre-rosette un peu bizarre et très bureaucratique. Mais quand même, ça peut être une entrée aux algorithmes de traduction pour dire comment se traduit une langue à une autre avec un topic commun. Je montre aussi Redfin. C'est une agence d'immobilier en ligne qui est sortie en fait de Seattle, de chez moi. On a une expression en anglais que les trois choses les plus importantes chez l'immobilier, c'est situation, situation, situation. Mais une fois tu as trouvé un domicile qui est bien situé, il y a d'autres questions. Par exemple, quelles sont les écoles? Qui sont tes voisins? Comment se construit le bâtiment? En fait, cette maison-là, c'est en face de Jeff Bezos, chef d'Amazon. Bon, les voisins ici ne sont pas de problème. Mais les écoles aussi, ça doit être intéressant aux gens qui ont des enfants, par exemple. Bon, en utilisant les données ouvertes qui sont diffusées par la ville ou l'État, Redfin peut améliorer leur annonce à l'autre façon. OK. Maintenant, si le stockage n'est pas le problème, si notre problème c'est de devenir, d'extracter
des choses intéressantes de notre donnée, il faut avoir des bons outils. OK. Voilà une citation de Matthias Johansson, c'est un développeur chez Spotify. Il dit « Finally, I can tell the world that BigQuery is the best thing that has ever happened to me. » On ne peut pas payer pour le feedback comme ça. Pour dire cela, il faut vraiment aimer une personne ou un outil, quoi. Moi, je travaille sur BigQuery. Bon, je suis 100% d'accord, mais c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'il aime BigQuery comme ça? Je crois que BigQuery a quelques fonctionnalités qui sont dès maintenant, jusqu'à maintenant, ou encore maintenant, assez rares dans le monde des outils Big Data. Par exemple, on a Streaming Ingestion en gestion au courant chez BigQuery. Dans la plupart d'autres outils Big Data, il faut ingester leurs données en batch. Il faut commencer d'emporter un batch de data et puis attendre des heures ou même une journée. Chez BigQuery, on peut télécharger vers le serveur en API une ligne ou quelques lignes de data et ensuite elles sont disponibles immédiatement pour des queries. Ça, c'est une fonctionnalité qui, à mon avis, ou à mon savoir, n'existe pas vraiment dans des autres outils. On a aussi la facturation séparée de stockage et query. Si tu achètes ta propre database ou même une instance sur un autre cloud, il faut le dimensionner pour le stockage ou le query, lequel est le plus grand. Ouais. Chez BigQuery, on a séparé la facturation des données, de stockage des données et de query. Bon, si tu gardes beaucoup de données, mais tu ne fais pas de query pendant un peu de temps, tu paies que pour le stockage. Ça, c'est quelque chose qui est absolument unique chez BigQuery. Aussi, BigQuery est rapide comme un TGV. Mais c'est une chose de vous montrer ce dessin. Pourquoi pas faire une démonstration? OK, je vous présente GDELT. C'est une base de données qui s'occupe aux événements. Ah là. Désolé, petit problème. Hop. OK. C'est une base de données qui s'occupe à propos des événements et des actualités mondiaux. Et elle est disponible en BigQuery. Une seconde. Voilà. OK, voilà les événements. Je vous explique un peu. On a le temps des actualités, aussi les acteurs. Ça peut être comme Bernie Sanders ou Carla Bruni, quand même. Les pays qui fait partie de les actualités. Et il peut être plusieurs. Si la France mettre en guerre avec un autre pays, par exemple, ça doit être les deux acteurs. Et on a aussi un sens de ton, de tonalité. C'est quelque part ici. Tiens. OK. Ton moyen. Ça veut dire que si un article porte un ton négatif, cette valeur sera négative. Si le ton d'un article est positif, la valeur est positive. OK, bon. Cette base de données a à peu près 375 millions de lignes. Je vais faire un petit exemple. Alors, avec le ton. J'explique un peu. OK, ici, qu'est-ce que je tente à faire, c'est de faire une petite comparaison entre Chirac et Mitterrand. Je prends le ton et aussi je fais une multiplication avec le nombre de sources. Bon, s'il y a plusieurs articles qui expriment un bon
sentimentalité, je les agrégais un peu, et aussi avec le nombre de mentions. OK? Bon, et je prends le date pour faire un petit timeline. Ce query va courir autour tous les 375 millions de lignes. Chez votre database, ça va prendre combien de temps? Quelqu'un? Des heures? Une journée? Oh là là. OK. Chez BigQuery, on n'utilise pas des résultats cachés. Bon, on va voir. 2 secondes. Les résultats sont comme ça. Et je peux faire une petite visualisation par le sauvegarder vers Google Sheets. Ça, c'est notre service de spreadsheets qui est comportant dans Google Office Suite. OK, je l'ai vu. Et voilà. Vous voyez que nous avons des numéros qui sont pour M. Chirac et aussi pour M. Mitterrand. Si je fais un petit chart, je sois un chart aux colonnes avec colonne A comme les flèches en bas. Et j'ai fait une petite customisation pour avoir la possibilité de lire les dates en bas. OK. OK, ça y est. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on a quelques articles qui sont de très haute valeur. Bon, il faut que je change l'échelle de la charte un peu. Comme ça, par exemple. Et bon, on peut voir bien M. Chirac et M. Mitterrand. On voit que M. Chirac était dans l'œil public une fois il était ministre de la France et aussi pendant sa présidence. M. Mitterrand était dans l'œil public pendant sa présidence, mais une fois Chirac est devenu président, ça a changé. Et à votre avis, qui était le mieux président, Mitterrand ou Chirac? C'est clair là maintenant. Alors, chez Chirac, il y avait beaucoup moins de CRS sur les rues de Paris. Bon, moi, je suis avec Chirac pour cette raison-là. OK, quoi d'autre? On a beaucoup de données ouvertes qui sont sur BigQuery. On a aussi des renseignements à propos des voyages de taxi qui sont faits à New York, mais dans l'entrée de temps, je ne fais pas des exemples avec celui-là. J'ai quelques exemples qui s'occupent à Accidentology ici à Paris. Voilà Open Data Paris. Ils ont plusieurs datasets qui sont assez intéressants ou pas. Bouger, les arbres remarquables, ok, je ne sais pas. Mais ils ont aussi un dataset d'accidentologie. Et ça, c'est intéressant. On a la date des accidents, l'adresse où ça se passait, le type de véhicule. S'il y a quelqu'un blessé, s'ils sont blessés légèrement ou blessés hospitalisés. Bon, c'est assez intéressant comme dataset. Pour garder un peu de temps, je l'ai emporté déjà à BigQuery. OK. Et c'est ici. Mais bon, si je veux savoir où se trouve le carrefour le plus dangereux, le lieu le plus dangereux à Paris, je peux demander à cette table le lieu 1 et le compte. Group by lieu et ordre par
C'est difficile à parler en français et taper en anglais. Trier par le camp. OK, bien. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que... Ah, désolé. On descend. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que le boulevard périphérique, c'est le plus dangereux. Mais oui, c'est évident. Mais j'ai envie d'avoir un lieu plus précis. Okay. Il y a 2 lieux dans ce dataset. Si un accident se passe près d'un carrefour, bon, je mets lieu 2 ici. Par 2, 3. OK, bien. Mais quel dommage. Nous n'avons pas de carrefour sur le périphérique. Bon, il faut changer notre approche un peu. On a aussi dans ce dataset adresse. Alors, adresse, je change là. Et qu'est-ce qu'on a? Si on met l'adresse, place de la Concorde, avenue des Champs-Élysées, mais bien sûr, Champs-Élysées, c'est dangereuse. Mais allée de la Reine Margue, où se trouve ça? Est-ce que quelqu'un connaît? Dans le bois de Boulogne. Moi, je ne suis pas d'accord. Bon, pour voir plus précisément où se trouve le point le plus dangereux à Paris, il faut utiliser un peu d'innovation. Quand même, dans le dataset ici, on a des coordonnées. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour deviner plus précisément où se trouve le point le plus dangereux? On peut faire quelque chose un peu brute force. Je peux mettre chaque point dans le dataset et voir la distance de tous les autres points dans le dataset. Ouais. Ça marche, c'est un peu brut, mais pourquoi pas? BigQuery, elle est très vite, comme j'ai dit. Bon, ce manière de truc, c'est un produit cartésien. Et dans les databases, on peut le faire avec un type de join qui s'appelle cross-join. Attendez une seconde. Et voilà. Je vous explique qu'est-ce qui se passe ici un peu. OK, j'ai pris ma table d'accidentologie et je fais un cross-join avec la même table. Comme ça, je peux calculer quelque chose qui utilise un point et tous les autres points dans le dataset. Ça va être n carré, bien sûr, mais pourquoi pas? Mais pour calculer la distance, comment est-ce que ça marche? Ça doit être possible en SQL, mais c'est très gênant, à mon avis. Bon, on a la possibilité de faire un user-defined function. C'est clair, user-defined function? OK, super. Je vous montre. Chez BigQuery, on peut le faire avec JavaScript. Bon, j'ai une petite fonction ici qui marche sur les 2 points, les 2 sets de coordonnées, pour calculer la distance en mètres entre les 2 points. BigQuery est très vite, très rapide, mais le query prend un peu de temps. Bon, je l'ai fait déjà et j'ai sauvegardé les résultats dans une table parce que ce query prend 5 minutes, quelque chose comme ça. C'est un peu big comme query. Alors, le table est là. Non. Ouais, ça y est. Le prévu, ce table n'était pas du tout trié. C'est correct, trié? OK. Bon, qu'est-ce qu'on a? C'est tous les points A ici et les points B là-bas, et la distance entre les deux. OK? Bon, il a aussi 6 millions plus de lignes. Bon, c'est pas mal de taille. Qu'est-ce qu'on veut faire ici, maintenant? C'est de faire quelque chose comme ça, que j'ai marqué nice try, parce que ça ne marche pas.
tiens, quelque chose comme ça. Je veux prendre pour chaque coordonnée, j'ai envie de traquer la distance entre les 100 coordonnées qui sont le plus proches. OK? Alors, pour voir quel est le point le plus dangereux à Paris, je peux le faire et prendre le moyen de distance des 100 points le plus proches pour chaque point. OK? Mais on a 6 millions de points. Bon, est-ce qu'il faut faire 6 millions de queries? Ça doit être gênant et ça doit prendre beaucoup de temps. Mais bon, on a un peu de magie pour partager avec vous. C'est très difficile à expliquer, même pour moi en anglais. En français, c'est encore le pire. Bon, si vous parlez anglais, il y avait une session qui malheureusement est déjà passée ici, mais c'était cet après-midi avec Lucas Eder. Si vous parlez anglais, c'était hyper drôle quand même. Mais il faisait une très bonne explication de qu'est-ce que c'est un windowing function. Et c'est ça qu'on va utiliser pour faire un tour de magie un peu. Mais je sais expliquer, si pas assez drôle, aussi drôle que M. Lucas. J'espère que ça sera clair au moins. OK, quels sont les windowing functions? L'idée, c'est un peu bizarre, mais l'idée, c'est qu'on peut faire une query qui fait référence aux autres lignes dans les résultats. OK? Comme par cet exemple ici, imaginez que ces selects ici, c'est une table. Okay? Si je veux prendre le moyen valeur entre la ligne actuelle et une ligne précédente, on peut faire un petit fenêtre qui bouge avec les lignes de résultats. Et c'est exactement ici en bas. La première ligne n'a pas de ligne précédente. Bon, le moyen, c'est 0. Si la valeur de notre deuxième ligne, c'est 1, la somme de 0, 1, c'est 1, mais on a deux lignes. Bon, le moyen, c'est 0,5. C'est clair. Si on avance notre fenêtre ici, on a 1 et 2. La somme, c'est 3, bien sûr. Bon, le moyen de ces deux valeurs, c'est 1,5. C'est clair? OK. Mais je peux faire quelque chose d'autre qui est très puissant. C'est de faire unbounded. On peut changer la taille de fenêtre. Ici, on a une ligne qui précède. Je peux aussi faire référence à tous les résultats qu'on a vus encore. Je vous montre. Unbounded. OK. Qu'est-ce que ça marche? Unbounded row. Ligne 6. Ah, pardon. Ça, c'est le problème des démos en direct. Unbounded proceeding. OK, voilà. Et voyons qu'est-ce que nous avons ici. Jusqu'ici, on a 0 plus 1. Bon, c'est le même que d'ailleurs. Mais si on avance à troisième ligne dans les résultats, on a 3 comme somme, mais on a vu 3 lignes. Bon, le moyen, c'est 1. Okay? Si on avance encore une autre ligne, 1 plus 2, c'est 3. 3 plus 3, c'est 6. Mais on a vu 4 lignes maintenant. Bon, le moyen, c'est 1,5. OK, c'est clair? C'est un peu confus, mais c'est très puissant comme fonctionnalité. Mais je peux faire quelque chose encore plus cool. On peut partitionner. C'est partition. Pardon.
on peut partitionner par une ligne. Ça c'est comme faire un group by. Par exemple, partition by. Si je fais une partition par nom, je change le data un peu. OK. J'espère que ça marche. Merci. OK, bien. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Ici, on a 2A. À la deuxième ligne, le moyen, c'est bien sûr 0,5. Mais qu'est-ce qui se passait ici? Une fois on change au nom B, on refait le fenêtre. Ici, on a 2. Le moyen, c'est 2. Seulement pour ce fenêtre de data, on ajoute 3. La somme, c'est 5. Le moyen, c'est 2,5, etc. C'est un peu confus. C'est très difficile pour moi à expliquer, même en anglais. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe ici, plus ou moins? OK, super. Bon, maintenant, un tour de magie. Au lieu de faire 6 millions de queries l'un après l'autre, il serait formidable de faire ce calcul sur toute la dataset tout d'un coup. Si c'est possible, ça serait super. C'est bien possible. Je montre comment ça marche. OK, c'est celui-là. Je vous explique un peu. Ce query est très compliqué. Je suis désolé, mais heureusement, je peux expliquer peu à peu. OK, ici, on a, vous vous rappelez, une table qui a toutes les coordonnées avec toutes les autres coordonnées et la distance. Ce que je veux faire, c'est de calculer pour chaque point le distance moyen dans la même façon qu'on a fait l'autre exemple. On va prendre les coordonnées, on va tirer par distance. Comme ça, on peut faire le moyen occurrent. Je vais faire le moyen par le début de fenêtre jusqu'à la ligne actuelle. Et comme ça, j'aurai le distance moyen par chaque coordonnée qui est trié par distance. C'est clair? OK. Mais comme ça, j'aurai un moyen courant avec 6 millions de lignes pour chaque coordonnée. Ça, c'est pas utile. Je peux utiliser une autre fonction de fenêtre pour limiter les résultats. Ici, j'ai une autre fonction de fenêtre qui est même partitionnée par coordonnées. Et cette fonction lead ici, ça veut dire que je vais laisser tomber les premiers 100 résultats et ensuite on commence avec le 101. Comme ça, je peux avoir le distance moyen pour chaque point, pour chaque coordonnée, qui est inclusive des 100 points les plus proches. OK? Mais on a plusieurs lignes pour chaque coordonnée qui se commencent avec le 101M, 101st row. Il faut aussi prendre le minimum pour spécifier le minimum de tous les autres moyens. C'est pas facile à expliquer. J'espère que vous m'avez suivi un peu. OK, ça va faire un query sur 6 millions de lignes et pour chaque partie, à chaque étape, elle va faire un group by sur 6 millions d'autres lignes. Ça fait 6 millions carrés. Des idées, combien de temps ça va prendre? 4 secondes? Oh là 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 là. OK, on y va.
En fait, 3 secondes. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le résultat, c'est le résultat dans la table, c'est un point, et le moyen de distance des plus proches des autres sans accident le plus proche. Bon, si je le mets en Google Maps, je vois que ce point se trouve à Porte d'Italie. Ouais, ça, je le crois bien. Et ça veut dire que dans la base de données des accidents, les 100 accidents les plus proches avaient une distance de ce point moyen de 12 mètres. C'est incroyable. On peut voir un autre exemple, le deuxième ligne. OK. Je trouve celui-là. Ici, place de la Concorde. OK, c'est raisonnable à mon avis, pourquoi pas. Mais si on veut faire une visualisation de où se trouvent tous les points, on peut utiliser un autre outil, CartoDB. Je veux dire que CartoDB n'a rien à faire avec Google, mais je crois que l'outil est très puissant et très génial. Bon, ça ne me gêne pas de donner un peu de publicité gratuite à l'équipe CartoDB. Mais bon, je sauve les résultats ici vers Google Sheets aussi. Je l'ai vu. Je vais renommer pour mieux trouver plus tard. Ology 17h51, OK. Et voilà CartoDB. Je vais construire un nouveau dataset. Et c'est facile d'emporter des résultats des CSV, des fichiers qui sont en Dropbox ou même Google Drive. Bon, c'est qu'est-ce qu'on fait ici? Je recherche mes accidents. OK, voilà. Choisis. Connect. CartoDB vous offre aussi la possibilité de synchroniser automatiquement par journée, par heure, ce genre de dataset. Bon, si tu as un procès pour réfléchir le data, ça peut aussi être réfléchi dans CartoDB automatiquement. OK. Ici, il faut indiquer quelles sont les latitudes et longitudes. Bon, on fait comme ça. OK. Voyons la carte. C'est incompréhensible. Ouais. Mais quelque chose de très bien de CartoDB, il y a un SQL, la fonctionnalité SQL, dedans l'outil même. Bon, ici, je peux spécifier where min distance, ouais, et moins de 50 mètres. Appliquer. Et bon, c'est beaucoup plus facile à voir, mais quand même, on peut améliorer un peu cette carte. Si je mets un autre type de visualisation, je peux faire une taille précise qui correspond aux distances des accidents. Bon, ici, le plus petit, la distance, c'est encore pire. Bon, je mets comme ça. OK. Bon, comme ça, on peut voir où se trouvent les accidents les plus dangereux. Ici, on a quelques accidents qui sont sur le périphérique. Et on a quelques accidents qui sont, quelques points qui sont un peu moins dangereux dans l'intérieur de Paris. Mais c'était très facile de créer ce genre de visualisation. Bon, on a presque un pan de temps. Mais en fait, ça c'est tout pour moi.
Merci beaucoup de votre présence. J'espère que mon français n'était pas trop gênant, mais ok. Bonne nuit à vous.